Reprise de l'audience. Bon après-midi. Vous vous asseoir. Oui. Témoin sous le même serment. Oui. On a reçu les réponses aux engagements, Parfait. dont un dernier complément. Au premier engagement, en fait, c'est au 42E2. Le troisième est toujours en cours de vérification. Et le troisième, c'est... Ah oui, oui, c'est ça. Pardon, vous dites au premier à C'est celui beau. d'hier? Oui. Ou le premier d'aujourd'hui? Le numéro 2. Le numéro 2? Oui. Parfait. Très bien. Est-ce que vous voulez le coter? Ou... Ben, je pense qu'on va, oui, mais... Ça va venir aux questions. Oui, c'est ça. Puis, Parfait. là, on a un PV de comité de direction là, dans ce que vous avez envoyé. C'est ça. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais bref, tout ça pour dire qu'on va se parler à la pause, puis on va finir le sujet des portions. Parfait. C'était ma suggestion. On va revenir à la fin. Donc, Monsieur Frenette, quand on s'est laissé, nous en étions au rapport d'enquête du 11 juillet, là, 26 P95A, page 571, et vous deviez vérifier sur l'heure du lunch où il est fait mention que le service d'enquête aurait consulté les VPN pour être en mesure de confirmer ou d'infirmer que du télétravail a bien été fait au moment des écarts constatés. Avant le dîner, j'ai mentionné que je n'ai pas demandé au service des enquêtes de vérifier les VPN, mais plutôt que lorsque je lisais les documents, dans les éléments mentionnés par les employés ou les gestionnaires, ils mentionnaient être connectés au VPN. J'en ai trouvé, je l'ai lu en diagonale, j'en ai trouvé un à page, il parle de ça à page 732 de mémoire. Et au fil de l'eau, il y a des preuves comme ça technologiques. Il y a des feuilles de temps qui sont remplies dans d'autres systèmes aussi, de leur employeur, etc., qui servent de double check. C'est juste, je voulais juste ajouter de l'information à cet effet-là. Donc, vous dites à la page 732. Oui, c'est page 732. 32. Je l'ai dessus ici. Mais vous donnez le mandat au service des enquêtes. Oui. Le service des enquêtes, que vous me dites, c'est des professionnels qui sont habitués, qui ont même des pouvoirs de commissaire enquêteur, si je ne m'abuse, en vertu de la loi, peut-être, là, à vérifier, mais souvent ces lois-là sont faites comme ça, à ma connaissance. Et les méthodes d'enquête, c'est pas vous qui donnez ça dans le mandat, c'est eux qui décident là, si vont voir les VPN ou pas. C'est pour ça que c'est pas moi qui... J'aurais pas demandé ça, parce que c'est pas... Au début, juste avant de partir, j'ai dit que c'était pas... C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que j'avais vu dans les commentaires de l'équipe d'enquête qu'il y avait parfois des liens avec les VPN. Ouais. Vérification de VPN. Mais quand on va justement à la page 732, c'est à peu près au milieu de la page. On peut juste monter. Là, il faudrait aller à la page 732 de la pièce, Madame la greffière adjointe, s'il vous plaît. J'en ai retracé un, là, mais j'y allais de mémoire tout à l'heure. Là, je vais aller lire. Oui, descendons. C'est sous le picot suivant le soulignement. Donc, pour les 11, là, on est à la page 732. Pour les 11 et 30 août 2017 et le 13 décembre 2017, pour 3 dates, là, il ne se souvient plus exactement ce qu'il a fait, mais il est convaincu qu'il a travaillé de chez lui et que nous pourrions valider cette information en vérifiant s'il est branché à distance sur le réseau de la SAC VPN à partir de son ordinateur portable. Ouais. C'est des exemples que j'ai vus en lisant tout ça. Puis ça vous convainc qu'on est allé vérifier sur les VPN? C'est pas que ça me convainc. Je vous dis juste que moi, je n'ai pas donné le mandat. Parce que la question, est-ce que j'avais demandé plus? La réponse, c'est non, au service des enquêtes. Puis quand j'ai lu leur rapport, j'ai vu qu'il y avait des discussions alentour de ces Ça ressemble plus à personne qui dit, écoute, tu veux me vérifier, là, vérifie mon VPN. C'est bon? Ouais. Mais, M. Frenette, ouais. Vous êtes FCPA. Oui. En audit, là, la notion d'élément probant insuffisant, ça vous dit quelque chose? Oui. C'est une preuve que ça prend pour
étayer une conclusion dans un rapport Oui. d'audit externe ou d'audit Oui. interne. Ça, là, la personne vérifiée qui dit « je suis convaincu, allez voir sur mon VPN », c'est un élément probant suffisant? C'est un des éléments, il n'est pas suffisant, ça en prend d'autres. Ils en ont nommé d'autres. Moi, je Et reviens, je vais- je il est reviens où pas sur la l'autre? conclusion. Il est où l'autre? Je veux dire, On peut laisser répondre le témoin. Oui, continuez, répondez. le service des enquêtes a analysé ça avec son expertise, comme vous dites. En fait, ils sont venus parce que là, ça, c'est le rapport du 11 juillet. On avait un rapport préliminaire en juin où ils sont venus me rencontrer et le chef des enquêtes, le chef de service des enquêtes, je pense qu'il n'était pas directeur, mais chef des enquêtes, m'a dit qu'il n'y avait rien à faire avec ça. OK? Dans le fond, qu'il n'y avait pas de preuve qu'il y avait eu de la surfacturation. Il y avait de la preuve, par contre, qu'il y avait eu du travail de fait à l'extérieur des bureaux de la SAC. Et il me recommandait de rencontrer les gestionnaires pour nous assurer qu'ils continueraient à documenter de façon adéquate le travail à l'extérieur des bureaux. Mais- Et sa conclusion du 11 juillet, à la fin, rappelle ces éléments-là. Monsieur Frenette, on va aller la relire, la conclusion, parce que c'est pas ça qu'a dit la conclusion. On l'a regardé ce matin. Ce que vous nous dites là, vous n'avez aucune note. Vous nous dites ça de mémoire, que vous avez eu des recommandations du chef des enquêtes, mais qui ne sont pas constatées dans le rapport. Et il y a une conclusion, là. Il y a, pas il y a un constat, Costa. on va aller le voir, à l'effet que tous les gestionnaires ont expliqué les écarts par du télétravail. Ça, est-ce que c'est normal que tous les écarts soient validés, statistiquement parlant? Ce que je vous ai dit ce matin, on était dans la discussion. Est-ce que vous avez challengé le rapport quand vous l'avez reçu de la part du service des enquêtes? Moi, j'ai challengé les gens des enquêtes dans mon bureau avec le chef des enquêtes et il m'a confirmé avec la preuve qu'il y avait, on ne pouvait pas confirmer, on ne pouvait pas rien faire avec ça, qu'il y avait de la surfacturation. Donc, c'est suite au rapport, à la discussion qu'on a eue, suite à votre question. Ça, c'est de mémoire, mais je suis pas mal convaincu que j'ai eu cette grande discussion-là avec le service des enquêtes. Mais c'est de mémoire, c'est pas consigné dans vos Non. notes, ça apparaît pas au rapport. Exact. On va juste retourner à la page 721. Le mandat, si on va à la page 721, c'était de On va nous montrer la page 721. Sinon, vous l'avez sur votre ordinateur, monsieur? Vous l'avez? Hein, vous avez reçu tous les documents, vous l'avez sur votre ordinateur, à notre suggestion. On l'a. On l'a, là. On l'a. Donc, le mandat, c'est de valider la façon dont est comptabilisé et autorisé le temps facturé par les ressources externes dans le cadre du projet CASA. Plus précisément, le travail consiste à procéder à des entrevues auprès de personnes identifiées, utiliser toute source d'écart entre le temps réellement effectué, le temps facturé et émettre tout autre commentaire jugé pertinent. Il n'y a pas une demande d'établir s'il y a de la surfacturation ou non. Il y a une demande de valider comment le travail, comment le temps est comptabilisé et autorisé. Ce qu'on vous revient, c'est que le temps est comptabilisé dans le système, autorisé par les gestionnaires, mais il n'y a aucun mécanisme de contrôle d'expliquer par les gestionnaires sur comment ils valident le télétravail. Donc, est-ce que vous, comme auditeur,
vous trouvez que ce plan de travail est suffisant pour établir s'il y a ou non de la surfacturation ou non. Le mandat qui est créé permet, a reçu le mandat de valider de façon dont est comptabilisé le temps facturé, plus précisément le travail procédé des entrevues, identifier tout le corps en temps réellement effectué le temps facturé. Pour moi, la phrase clé est là et permet aux enquêteurs d'aller le plus loin possible pour documenter s'il y a de la surfacturation non justifiée. Et lorsque je rencontre le bureau des enquêtes, lors de notre discussion, c'est que ce qu'on m'informe, c'est que il n'y a pas de preuve au dossier pour confirmer qu'il y a de la surfacturation. À l'inverse, c'est expliqué. Dans certains cas, il y a de la preuve, dans d'autres moins. Et ce qu'on me recommande, je reviens sur ce qu'on me recommande verbalement, qui n'est pas dans le rapport, c'est le chef de service de rencontrer chacun des gestionnaires et de rappeler l'importance de documenter le temps, d'avoir une documentation suffisante. Et là, on a les livrables. Les livrables qui sont, parce qu'on s'en va dans qu'est-ce qu'ils ont à livrer, le temps qu'ils ont à faire, le contrôle qu'ils font à chaque semaine, etc., avant de s'assurer que le temps qui est autorisé, c'est le temps qui est vraiment fait. Monsieur Frenette, est-ce que je peux vous suggérer que dans les faits, là, cette histoire d'écart entre les portillons et la facturation, c'est un gros problème pour Monsieur Malenfant parce que des gens en informatique, c'est habitué de travailler à la maison. Puis, il ne faut pas lever ça. Puis qu'on vous dit là, il faut vraiment étouffer cette affaire-là. Et que vous vous fermez les yeux devant un rapport d'enquête qui ne vous apporte pas l'ombre d'une preuve, qu'il n'y en a pas de surfacturation, parce que vous vous contentez du fait que les enquêteurs font des entrevues et ne vont pas sortir les données VPN. Je leur ai demandé la question. En fait, je ne les ai pas limités dans ce qu'il y avait à aller chercher comme information. Et je ne les ai pas limités. Monsieur Malenfant, peut-être que ça le dérange, mais moi, pour moi, dans ce travail-là, je vous confirme que c'était très secondaire. Vous ne vous fermez pas les yeux un peu en vous contentant des méthodes un peu rudimentaires? Vous confiez un mandat à des enquêteurs expérimentés, puis ils ne font pas plus que ce qu'un gestionnaire de premier niveau peut faire, c'est-à-dire poser des questions. Non, ils font plus que ça. Dans des cas, il y a eu de la documentation qui a été donnée et il me confirme que lors des discussions, ils ont eu accès à cette documentation-là. Il y a eu des emails, par exemple, par preuve d'envoyer des choses comme ça, et que je ne peux rien faire. La preuve, dans le fond, des enquêteurs démontre que le temps qui est fait en dehors des portillons, c'est du temps qui doit être facturé. Donc, j'arrête là mon travail. Et M. Malenfant, ce qu'il en pense, j'en ai rien à tenir, là, dans le fond. Ça, je veux que ça soit clair, là. Si j'avais trouvé un cas qu'on m'aurait dit que lui, qui surfacture, on aurait continué le travail. La discussion que j'ai eue avec le chef des enquêtes me disait, tu n'as rien à faire avec ça. C'est les phrases qu'il a dit, tu n'as rien à faire avec ça. Qu'est-ce que je peux faire? C'est là qu'il a fait la recommandation verbale de rencontrer chacun des gestionnaires et faire un tour de roue avec eux. D'ailleurs, cette information-là a été partagée aussi avec la direction de la vérification interne, éventuellement. On aura peut-être l'occasion d'avoir le témoignage de l'enquêteur, mais il reste que vous prenez le temps de faire rédiger un rapport par votre vice-présidence. Ça, c'est le rapport 20, dans 26 P95A, c'est la page 529. On l'attend. Donc, on peut faire défiler. OK, 26. Est-ce que c'est votre écriture en rose? C'est pas mon écriture, c'est celle de Francine Lépinet. Parfait. Vous vous rappelez de la préparation de ce rapport-là? Oui.
Vous avez pris connaissance du témoignage de M. Véro devant la commission? Vous confirmez que la préparation de ce rapport-là avait un nom de code qui était Voldemort? Oui. Pourquoi? En fait, du temps que j'étais vice-président à l'indemnisation, on faisait des enquêtes sur justement le système d'indemne. Et lorsqu'on faisait une enquête, on nommait les enquêtes par un nom comme ça. C'est simplement ce transport-là qui a été fait là, tout simplement. Puis pourquoi Voldemort? Aucune idée. Aucune idée. Ça n'a pas le sens qu'on voulait donner, c'était un peu de rester entre nous avec le dossier, là, incluant les enquêteurs. Parce que vous convenez avec moi que Voldemort évoque le nom de celui qu'on ne peut prononcer. Exact. Est-ce que vous confirmez que vous avez demandé à M. Véro de ne pas parler à sa supérieure immédiate, Sylvie Chabot, qu'il travaillait à la préparation de ce rapport-là? Non. Non? Non, j'ai pas de souvenir de ça. Okay. Est-ce que vous confirmez Parce que excusez-moi, Allez-y. comme ça, c'est que M. Véro relevait directement de Francine Lépinay, je crois, pour le mandat. Mais de l'empêcher de parler avec Sylvie, non. Est-ce que vous confirmez que le projet, le rapport a été élaboré en s'échangeant une clé USB? C'est ce que j'ai appris par le témoignage. Moi, parce que suite à ça, j'ai demandé de l'information. Ce qu'on m'a dit, c'est que, dans le fond, le rapport, quand il rentrait, c'était à ma salle de travail. C'est pas mon bureau, c'est une salle de travail où où les gens viennent travailler. Il y avait une enveloppe. Il emmenait les rapports dans une enveloppe. Et il y avait une clé USB dans le fond de l'enveloppe. On a regardé les rapports. Moi, je ne me souviens pas d'avoir une clé USB dans mes mains là, en tant que telle. Ce qu'on me dit, c'est que la clé a été... C'est une erreur humaine, là. Elle a été mise dans la corbeille avec l'enveloppe parce qu'elle était restée dans le fond. Donc, on pensait que l'enveloppe était vide. Ça a été jeté. Par mes adjoints ou moi, je n'ai pas de souvenir de ça, mais c'était une erreur humaine. Et elle a été récupérée, incluant la clé. Merci pour le détail, mais moi, j'en étais juste d'abord au fait que je comprends que vous confirmez que le rapport a été rédigé par l'échange d'une clé USB. Moi, j'avais toujours des rapports papier. OK? Je n'ai pas échangé la clé avec Francine. Là. Vous aviez un rapport papier. Oui, exact. Parfait. Et ce que vous nous racontez, c'est que effectivement, à un moment donné, la clé USB a été perdue et elle a été retrouvée dans une poubelle. Okay. Elle a été récupérée par le secteur, la direction générale. Pourquoi il était caché, ce rapport-là, pendant sa préparation? En fait, on voulait garder ça. C'était un rapport d'enquête. On voulait s'assurer que les gens qui exécutaient le rapport étaient le plus possible, qu'il n'y avait pas de possibilité d'aucune façon que de l'externe vienne chercher l'information. Est-ce que vous confirmez avoir donné vos orientations souhaitées en début de préparation de rapport? Bon, le mandat. Le rapport, lequel? Celui-là? Celui-là, que vous avez donné des orientations. Vous confirmez avoir donné des orientations? C'est possible que j'ai donné des orientations. C'est possible, là. Et c'était quoi ces orientations-là? J'en ai pas de souvenir, là. Vous n'en avez pas de souvenir? Non, ça fait trop longtemps. Mais une chose est sûre, c'est que si on se fie à votre témoignage il y a quelques minutes, au début de la rédaction de ce rapport, vous êtes convaincu par le rapport des enquêtes qu'il n'y a pas eu de surfacturation. En fait, ce qu'on veut, c'est continuer à suivre le dossier. On n'a pas arrêté, donc on continue. C'est pour ça que là, je prends le rapport, commissaire Galland, je prends le rapport que j'ai eu des enquêtes et je demande à Francine de revenir dans le dossier, là, OK? Parce que là, on est en septembre. On a dit tout à l'heure qu'en avril-mai, elle était dans l'implantation d'L1. Là, je lui demande de revenir dans son rôle de contrôleur en introduisant le rapport des enquêteurs et en continuant le travail. C'est un peu ça l'idée, là. C'est pour ça que là, ça change de direction. Parce qu'initialement, cette direction-là,
c'est elle, possiblement, qui a été vers les enquêteurs plutôt que mon bureau, là. Fait qu'on a passé par mon bureau pour des raisons de commodité pendant l'implantation d'elle. Si on va à la page 534, on peut aller à D. Analyse des conclusions du service des enquêtes par la vice-présidence ressources humaines. Bon. À la suite de la réception du rapport du service des enquêtes, le vice-président ERAC et la directrice générale ont procédé à l'analyse de celui-ci. D'emblée, l'information reçue initialement et celle reçue du service des enquêtes permet de compléter le contrôle organisationnel. Donc, est-ce que vous confirmez que M. Verreau n'a pas été impliqué dans la préparation de cette section-là du rapport? Je crois pas, non. Vous ne croyez pas? Non, il a, en fait, pas impliqué. C'est que s'il est impliqué, c'est simplement, il a mis en contexte. Mais je ne crois pas qu'il y a eu le mandat. Il n'y a pas de mandat additionnel que de prendre les conclusions qu'on a eues préalablement. M. Verreau, je crois qu'il n'était pas notre emploi là, lors de l'enquête, là, de mémoire. Lui, il rentre dans le dossier. Là. Fait qu'on on le met en contexte avec certaines informations qu'on a. C'est ce que je comprends. Mais c'est le rapport, ce qu'il dit, c'est que c'est vous et Mme Lépiné qui avez procédé à l'analyse du rapport du service des enquêtes. Exact. Et vous deux seuls. Nos deux seuls, avec le service des enquêtes, ouais. Le chef de service qui est là, on aurait peut-être dû l'indiquer. Mais excluant M. Verreau. M. Verreau, de mémoire, moi, je ne l'ai pas sur ma gouverne là, lors du mois de mai. Il arrive dans le dossier à ce moment-là. Pas moi. Je ne l'ai pas rencontré beaucoup de fois, M. Verreau, là. OK? Fait que donc, si on va à la page suivante. Juste à la fin, on dit par l'existence de contrôles suffisants et appropriés, hein, ça c'est le terme dont on se parlait tout à l'heure, ou probant et suffisant, mais suffisant et approprié, nous concluons en l'absence de surfacturation pour le personnel externe de l'Alliance. Toutefois, il existe clairement une ambiguïté au niveau de la notion de télétravail ou travail à distance. Pouvez-vous nous expliquer sur quoi se fonde cette conclusion-là? Sur le rapport d'enquête, de mémoire, et est-ce que c'est moi qui l'ai écrit comme ça, texto? Je ne suis pas sûr. Et il y a une ambiguïté au niveau du télétravail, il faut adresser ça, c'est sûr, parce que les directives ne sont pas claires. Mais vous l'avez relu, le rapport? Oui, oui. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on dit à 534, c'est que, bon, vous et Mme Lépiné teniez à préciser certains contrôles déjà existants au contrat au niveau des ressources de l'Alliance. On parle de la formule de partage de risque, qui est une mesure de contrôle. Avant le début de chaque sprint, il y a une entente qui est prise quant aux objectifs à atteindre au cours de la période et cette dernière est signée par la société et l'Alliance qui s'engagent à la respecter mutuellement. C'est gelé. Il existe un processus formel d'approbation de la facturation. Les gestionnaires de la société sont au courant que le temps réellement travaillé par les ressources, tant dans les murs qu'à l'extérieur, totalise 40. Les gestionnaires de la société qui approuvent le temps dans la SGPE sont en accord avec le travail effectué et sont à même de constater à l'avancement des travaux. En plus du temps saisi dans la SGPE, le personnel de l'Alliance doit également compléter des feuilles de temps dans un autre système de l'Alliance. Ces dernières sont également approuvées par le gestionnaire de l'Alliance. Puis il y a un processus formel d'approbation de la facturation par le bureau de programme qui effectue plusieurs validations. Feuille de temps SGPE approuvée par le gestionnaire, pointage au taux du contrat et validation du formulaire d'acceptation.
Il y a beaucoup d'éléments, mais est-ce qu'on peut conclure que, dans le fond, le seul mécanisme de contrôle, c'est la validation par le gestionnaire qui est convaincu que le temps qui est dans la feuille de temps a réellement été fait? C'est le plus fort, c'est le contrôle clé. Les autres éléments, c'est des éléments qui amènent des éléments de contrôle, qu'on peut dire en périphérie, mais le contrôle clé, c'est sûr que ça demeure la signature et l'approbation par le gestionnaire et les preuves qu'il y a dans le dossier. Je ne me souviens pas du mot qu'on dit pour, excusez-moi, mais c'est ça, c'est pas le mot secondaire, mais c'est des contrôles d'environnement de contrôle. Et ensuite, vous vous appuyez sur notre compréhension à la suite du rapport est qu'il existe une ambiguïté quant à la notion de télétravail, bien que selon la clause 753 du contrat prévoit que l'équipe travaillera dans les locaux. La clause 754 permet du même souffle le travail à distance. Et vous citez, la société fournira à chaque ressource de l'intégrateur qui travaillera au site du siège social un ordinateur portable sécurité, tant pour travailler dans ses locaux qu'à distance. Ce portable sera doté d'applications pour faciliter le travail à distance et les échanges avec les autres ressources de l'intégrateur et la ressource de la société au moyen d'accès à la documentation programme. Ainsi, si la société offre des outils de travail au personnel de l'Alliance dotés de technologies qui permettent le travail à distance, cela est un signe qu'il est permis en raison de sa définition même ou de celle du télétravail qui lui est identique. Ainsi, il est permis de conclure a priori le travail doit être effectué dans les locaux, mais que pour rencontrer les objectifs du projet, le tout est permis. Le travail à distance n'est pas en contradiction avec les pratiques en vigueur dans la fonction publique. Pour plus d'informations sur les notions de télétravail à distance et le télétravail, voir l'annexe 1. On va reprendre ça à l'envers. Donc, ce que vous dites, c'est qu'en 2018, avant la pandémie, le télétravail était permis sans restriction dans la fonction publique du Québec? Ce qui manque, c'est pour les fournisseurs. Les fournisseurs de services professionnels peuvent travailler à distance. Mais les employés, non. À moins d'exceptions, mais quand ils sont, par exemple, malades, des choses comme ça, c'est des exceptions. C'est pas interdit. Parce qu'à cette époque-là, c'est plus un projet pilote. Je crois qu'il y a des projets pilotes qui commencent, dont la SAC est un des participants avec le Conseil du Trésor. Donc, c'est pas distant. Combien de jours par semaine qui étaient permis à cette époque-là dans le cadre de votre projet pilote? Je ne m'en rappelle pas. Je n'ai pas de souvenir, mais j'ai pas de souvenir. Mais je sais que ça existe. Bien, j'imagine que c'est vous qui l'avez approuvé ultimement. Vous êtes VPRH. C'était sous le contrôle du Trésor. Là. Donc, on envoie des ressources là-bas. Ensuite, vous citez le contrat. J'imagine que vous l'avez conçu. Vous avez relu ces clauses-là avant d'écrire le rapport? C'est parce que je ne suis pas convaincu que c'est moi qui ai tout écrit, le paragraphe au complet. Je comprends, mais vous l'avez approuvé ultimement. Le contrat? Le rapport? Oui, mais on comprend que la personne qui est devant moi ou les personnes qui sont devant moi qui ont écrit ça, je leur pose la même question que vous êtes en train de me poser. Là. Je me pose une question, moi aussi, sur la société fournira à chaque ressource d'intégrateur qui travaillera au site du siège social de la société un ordinateur portable sécurisé, tant pour travailler dans ses locaux qu'à distance. Donc, ça, c'est la mesure après l'enquête interne. Donc, est-ce que je comprends que les ressources externes ne travaillaient pas sur des ordinateurs de la SAC, mais sur leurs propres ordinateurs? Non, c'est prévu qu'ils vont travailler sur les... C'est prévu d'entrée de jeu qu'ils vont avoir des ordinateurs de la société, c'est ce que j'ai compris. Mais donc, monsieur... Fournira. Oh, pardon. Fournira. Oui. Ce que vous me dites, c'est que c'était déjà fait. Oui. Donc, quand ils s'en allaient en télétravail, ils avaient des ordinateurs de la SAC avec le VPN de la SAC? Oui. OK. Merci pour la précision. C'est ce que j'ai compris. Oui, c'est vrai. Donc, M. Frenette, avant d'approuver le rapport, est-ce que vous avez lu les 2 articles en question du contrat? Non, je n'ai pas relu les articles. On va les relire. On va aller à la pièce 40P215, s'il vous plaît. Voilà la page 12 du document. Bon, on va montrer la première page, en fait, pour l'identifier, puis après, on ira à la page 12. Est-ce que vous aviez consulté l'ADAGE, la Direction des affaires juridiques, avant de vous lancer dans l'interprétation des clauses du contrat? Ça. C'est professionnel. Ben non. Est-ce qu'il a consulté?
Je veux Tu pas demandes savoir pas le ce que la contenu, je veux DAGE y a savoir dit. s'il l'a consulté. Ben, ça fait partie du secret. S'il y a un échange avec l'adage par écrit, ça fait partie du secret. Ben, on n'est pas rendu à l'écrit, là, On n'est pas monsieur le rendu à commissaire. l'écrit encore, là. Votre objection est prématurée. Alors, a-t-il consulté l'adage? Il me dit non, il n'a pas de conseil, là. Prématuré, je la refuse pas, là. Prématuré. Habituellement, dans la plupart de mes mandats, je consultais l'adage. Beaucoup. Je ne peux pas vous confirmer que je l'ai fait dans ce cas-là. J'ai forcément pas de traces de ça non plus. Là. L'adage, dans mes dossiers, moi, de façon presque de facto, là, il était dans l'ensemble des dossiers consultés. Consulter, ça ne veut pas dire qu'il émettait une opinion juridique, on comprend, puis qu'il émettait un conseil écrit non plus. OK? Bien évidemment. De toute façon, je ne peux pas le demander. Fait que- Mais moi, Et moi, je comprends ce que vous dites de facto, mais pour ce cas-là, vous êtes incapable de dire si vous l'avez fait ben, ou si vous l'avez pas fait. écoutez, je me rappelle, le service des enquêtes aussi a son. Dans son mandat, il faudrait lui demander. Je ne l'ai pas empêché non plus d'aller consulter, là, parce que dans son processus, les avocats sont compris aussi dans ces processus-là au bon moment. Donc, est-ce qu'ils ont été consultés quelque part dans le dossier? C'est un peu ça que je vous dis. Mais de facto, je vous dirais que non. De mémoire, de ma part à moi, non. Donc, je ne sais termine pas. là. Parfait. Pardon, Continuez. je m'excuse. Madame la greffière adjointe, est-ce que vous avez eu la chance de localiser la pièce 40P215? C'est le contrat. Moi, je lis que sur la pièce, c'est 40P216. Mais sur le site, c'est 40P215. Alors, je voulais vous le signaler, Mme la Peut-être la confusion en ce moment. 40P215, répétez-moi Ben ça, alors, parce qu'on si- fera la correction. Là. Oui, c'est la pièce est identifiée 40P216 et sur le site, le lien, c'est 40P215. Et 40P216 sur le site, Oui, je comprends. c'est note au RORC. Oui, Alors, mais je ne sais pas, Madame la greffière adjointe, si ça passe par le site ou par. Qu'il en soit, moi, c'est 216. Sur le site, c'est 215, mais la cote, physiquement, je vais envoyer le lien à madame. Ça corrigé. Non, il n'y a pas Pas de vrai. souci. Parfait. Donc, on Très a bien. un contrat. Donc, on va aller à 7. Descendez un peu, s'il vous plaît, Madame la greffière. On va aller à la clause 572. Donc, je m'excuse, vous étiez au bon endroit. Je m'excuse. 572. Remontez, s'il vous plaît, parce que là, on est 7. Attendez, c'est 572. On est au bon endroit. Donc, on est dans modalité d'exécution, horaire de travail. L'horaire de travail des ressources de l'intégrateur est de 8 heures par jour sur une plage horaire allant de 7h30 à 18h. 7522, l'horaire des ressources
de la société sera l'horaire standard de travail en mode projet de la société, soit 37,5 heures par semaine sur une plage allant de 7h30 à 18h. La société est disposée à aménager des horaires de travail particuliers pour les ressources de l'intégrateur ne résidant pas à Québec et dont les travaux à réaliser n'exigent pas une présence 5 jours par semaine. L'aménagement consenti est de 4 jours de travail à Québec, 3 nuits à Québec et 1 journée de télétravail. D'autres formes d'aménagement pourront être accordées dans les ententes de l'eau. Est-ce qu'on ne trouve pas à la clause 7.5.2.3 la raison pour laquelle un portable va être fourni pour faire du travail à l'extérieur des bureaux de la société? C'est-à-dire les cas où on permet 4 jours de travail à Québec et 1 jour de travail à l'externe en télétravail. C'est possible. Je vous dis possible. Pourquoi? Je crois que il faudrait valider. Vous ne trouvez pas que ça aurait été pertinent d'ajouter cette clause-là aussi dans votre raisonnement, dans votre rapport? Oui, mais probablement qu'on l'a compris comme étant global. Là. Puis ensuite, est-ce que vous aviez un autre beau mécanisme de contrôle là, à la clause 7.5.2.4, c'est-à-dire que d'autres formes d'aménagement de télétravail pourraient être accordées dans les ententes de l'eau? Est-ce que le service des enquêtes vous a rapporté avoir révisé les ententes de l'eau pour déterminer si du télétravail avait autorisé spécifiquement dans certains lots? Dans le contexte de l'enquête, non. Est-ce que quelqu'un de votre direction, de la direction du contrôle ou sous Mme Lépiné, a vérifié les ententes de l'eau pour déterminer s'il y avait eu des autorisations particulières de télétravail? C'est possible, je ne suis pas convaincu. Est-ce que si on consulte le contrat et qu'on voit que l'horaire de travail des ressources de l'intégrateur sont de 8 heures par jour et qu'on constate que systématiquement les ressources de l'intégrateur facturent 8 heures par jour, mais présentent des présences dans les bureaux de la société de 6 heures, 5 heures, 7,1 heures, 6,3 heures, il n'y a pas là un indice ou en tout cas un drapeau rouge à creuser on interprète qu'on est en droit de facturer 8 heures par jour, peu importe le nombre d'heures de travail qu'on travaille dans les bureaux de la société. Il y a un risque, en amont brut, là, existant. Puis le travail qu'on a fait vient appuyer la pratique, là, le travail d'enquête. Donc, je suis d'accord avec vous, il y a un risque apparent, oui. Risque, mais il faut le documenter, là. Mais il n'a pas été documenté. Oui, c'est le mandat que j'ai demandé au service des enquêtes. Mais il l'a documenté en parlant au gestionnaire, en ne regardant pas le VPN. Monsieur le commissaire, et en ne regardant pas l'entente de l'eau. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Là. Je pense que le témoin a répondu. Et là, on assiste à une argumentation entre l'avocat de la commission et le témoin. Et ce que je considère, c'est que là, on tente de faire épouser une thèse auquel le témoin n'adhère pas, à l'évidence. Alors, la commission aura à trancher sur la question de savoir est-ce que c'est suffisant ou pas comme vérification. Sauf que moi, ça m'amène à des sous-questions. Ça, je vais la laisser terminer parce que moi, je vais avoir des questions précises à propos de ça. Donc, je peux y aller tout de suite, là. Ben, écoutez, moi, je peux répéter ma question, mais vous dites qu'il y a un risque brut qui existe et que votre travail a servi à documenter que ce risque-là ne s'était pas matérialisé. Mais je vous dis, il a été documenté par des conversations avec les gestionnaires, sans consulter le VPN et sans consulter les ententes de l'eau pour voir s'il y avait des autorisations spécifiques. Vous continuez de maintenir que les preuves que vous avez obtenues étaient probantes et suffisantes pour conclure qu'il n'y avait pas de surfacturation? Oui. OK, ça m'amène à des questions plus précises. Probablement que j'ai la réponse, là, mais je veux juste l'entendre. L'enquête se fait principalement via des entrevues. On s'entend?
Principalement avec, dans certains cas, de la recherche de preuves. La recherche de preuves. Est-ce que, suite à ça, il y a eu de la preuve matérielle de donner à l'enquêteur? Et si oui, quelle sorte? Moi, une preuve matérielle, là, moi, c'est une autorisation écrite, c'est un reçu, c'est ça une preuve matérielle en droit. OK? les Est-ce qu'il y en a eu? Les feuilles de Monsieur temps le prouvées. commissaire, si vous me permettez, là, je ne veux pas. C'est parce que en annexe au rapport d'enquête, il y a la réponse à votre question. OK, mais oui, mais en partie. Est-ce En partie. Est-ce qu'on peut y aller jusqu'à la mémoire? OK, en partie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les ententes de l'eau. Si je viens de lire le contrat, est-ce que ça, c'est documenté et par écrit? Puis si c'est dans l'annexe, bien, vous faites bien de me le dire. Là. Mais moi, je n'ai pas vu ça. Là. C'est que de mémoire, monsieur le commissaire, je peux l'entente de l'eau, je dirais que c'est possible que ça ait été fait, mais je ne l'ai pas. Je l'ai pas vu, je l'ai plus en mémoire, puis je n'ai pas le document, fait que je ne peux pas vous le confirmer. Est-ce que vous pensez que ça existe, ça? Les ententes de l'eau, Oui, des ententes de Oh, l'eau, oui. documentation, Oui, oui. etc. ça existe, oui. Est-ce qu'on les a? C'est une excellente question. On Est-ce les qu'on a. a toutes les ententes de l'eau? C'est par là que ça. Ben oui, c'est La ça. commande, C'est c'est la là que je vous commande. suis, là. Alors, est-ce qu'on les a? Moi, c'est ça ma question. Ben, Ben, on les a sûrement, mais où on va faire appel aux collègues. La pièce 26P 95. Ah, Chaque entente de l'eau a sa commande. Parfait. Est-ce que, si ça existe, merci, est-ce que ça a été soumis au service des enquêtes? C'est ça que je Ça, Oui, vous ne savez pas. ouais, exact. C'est ça que je me souviens pas. Parfait. Nom de l'enquêteur encore? J'arrive. Je les ai pas par cœur. Brodeur, son nom de famille. J'y arrive. C'est parce que c'est juste que je passe au travers du rapport parce que moi, les prétentions de mon collègue Laprise, s'il parle des résumés de rencontres d'enquête comme étant une preuve matérielle, je pense pas que ça rencontre votre non, définition. c'est parce que Mais l'annexe je dois me tromper, là. l'annexe réfère à des rencontres individuelles d'environ 1 heure par Oui, entrevue. ça, je le comprends. Et il y a une indication comme quoi le témoin rencontré remet des documents. Parfait. Alors, Est-ce qu'on a ces ça documents? apparaît de l'annexe. Est-ce On qu'on n'a a pas ces les documents? documents. Ça, c'est une autre question. Je sais qu'il y a des annexes au rapport d'enquête qu'on retrouve dans une autre pièce. On pourrait vous y référer là, à la pause. Je n'en ferai pas un engagement, mais vous savez ce que je recherche. Là. Oui, Parfait. tout à fait. Comme ça, Galland, vous m'avez demandé le nom de l'enquêteur. Oui. Je crois que c'est M. Brodeur, je n'ai pas son prénom. Et il y a un chef de service impliqué aussi, mais je vois que son nom n'est pas dans le rapport. Mais le chef de service est impliqué. OK? Il s'appelle comment, chef de service? Je vais vous le trouver et je vais vous le donner. Ma mémoire. Monsieur le commissaire, le nom de l'enquêteur, c'est Stéphane Gendron. Ça Gendron, apparaît excusez. à la page 745 du rapport d'enquête. Je peux aller chercher l'organigramme de la SAC. là. On reviendra là-dessus. Parfait. Alors, j'ai fait des demandes. Ils vont vérifier à la pause. OK, good. On peut poursuivre. Parfait. Donc, on va revenir au contrat. Où nous en étions, s'il vous plaît. Donc, on va continuer. On a parlé de l'horaire de travail qui est de 8 heures par jour, que les ressources doivent travailler dans les bureaux de la société. Lieu de travail, 753. Les équipes du projet travailleront dans les locaux au siège social de la société à Québec. Pour certains travaux spécifiques réalisés par l'intégrateur, la société est ouverte à ce que ces travaux se réalisent à l'extérieur des locaux de la société. Ces travaux devront être identifiés dans les ententes de l'eau. On est d'accord que si autorisation il y a, la meilleure preuve probante, c'est une entente de l'eau. Ouais, l'entente de l'eau, c'est la commande que Carl Malenfant signe avec l'Alliance. Donc, c'est le contrat, c'est le mini-contrat de travail, on va dire ça. Parce que c'est pas le contrat, là, Non, je comprends c'est quoi. c'est des petits mini-contrats de travail. Et donc, il est possible que lui ait donné ces autorisations-là dans l'eau. Mais vous ne l'avez pas vérifié. Non. Et c'était un mécanisme de contrôle privé au contrat. Oui. Parfait. Moi, je ne l'ai pas vérifié. C'est pas moi qui ai vérifié les pièces, là, on comprend? Non, mais c'est vous qui avez approuvé le rapport.
Oui, mais je ne vérifie pas toutes les pièces du rapport. Tu comprends? Je ne fais pas ça, là. Non, mais Ok. j'imagine que si vous aviez lu le contrat, vous seriez assuré que les ententes de l'eau avaient été révisées. À moins que l'objectif était d'étouffer cette Non. affaire-là. Non. C'est tendancieux. Non. Le commissaire, c'est une vision en silo, là. Je suis inquiet. On va passer à la question des taux horaires. On va prendre le document 30. Moi, j'entends de l'écho. Je pense que vous entendiez pas bien, mais là, c'est pire. En fait, pour l'intervention tout à l'heure, c'est quand vous parlez, Monsieur le commissaire, c'est très, très écho pour nous. On ne comprend pas exactement tous vos mots. Puis là, si je parle, si je m'approche de mes micros, C'est mieux. que c'est mieux. Oui. Je La ne voudrais régie pas perdre va un de vos essayer mots. de nous faciliter la vie. Bon. Donc, même aussi, je m'entends en écho. C'est bon? OK, merci. Je pense qu'on va... Ah, voilà. Donc, Madame Lépiné vous écrit le 25 septembre 2017. Taux horaire pour 2 ressources de type expertise de pointe dans le cadre de la livraison 0 du projet CASA. Donc, on peut faire défiler. Donc, les premières factures de l'Alliance relativement au projet CASA ont été reçues à la VPRHFP. Le projet CASA se déroule dans un univers complexe et atypique. L'analyse des factures demande donc davantage de réflexion et d'analyse. Donc, pourquoi les factures sont reçues par la VPRHFP? C'est le processus, là. Là, on est avant la L1, là. C'est le processus qui est... Les premières factures sont reçues. Ma perception, c'est qu'on voulait les regarder pour valider les premières factures, le processus. C'est ma perception. Je ne suis pas convaincu que c'est le processus usuel, là, à large, OK? Parce qu'il rentre au courriel, normalement au courrier, là, puis les factures sont distribuées dans les secteurs. Mais les premières factures de l'Alliance Orange ont été reçues à la VPRHFP. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été reçus à la VPTI et donnés à la VPRHFP. Là. C'est donc, dans le fond, ce que je comprends, c'est que Francine et Rodrigue mettent les mains sur les premières factures. Qui est responsable, ultimement, d'autoriser le paiement d'une facture? Malenfant. C'est Carl Malenfant qui fait émettre les chèques. Non. Et dans le dossier, d'autoriser la facture. Non, d'autoriser le paiement. C'est pas pareil. L'émission du paiement. J'avais compris facture, mais OK, le paiement. Et le paiement d'une facture. Ouais. Qui? Donc, dans le fond, lorsqu'il y a une facture entre à la société, il y a une série de contrôles qui est faite. Les contrôles qui sont effectués là-dessus, c'est des contrôles qui sont mis en place par la Direction générale des contrôles dans l'organisation. Okay? Donc, tous ces contrôles-là doivent être exécutés avant que la machine à chèque puisse émettre le chèque. La machine à chèque... C'est trop fort encore. Recommencer, moi, là, je l'ai entendu en écho. Là. Donc, recommencer. Donc, quand le chèque est émis, il y a une série de contrôles. Là, c'est des contrôles qui sont entrés dans les systèmes. Là. Fait que tous ces contrôles-là doivent avoir été exécutés avant qu'un chèque puisse être émis à la Société d'assurance automobile. Ces contrôles-là sont sous la gouvernance de la Direction générale des finances. Là. Donc, c'est votre vice-présidence Oui. qui est chargée de mettre en place les mécanismes de contrôle qui vont donner l'assurance qu'une facture doit bel et bien être payée. C'est ma vice-présidence qui est en charge de mettre en place les contrôles. Maintenant, de réaliser les contrôles, c'est comme la signature, exemple, ou l'approbation d'une facture, là, ça devient l'entrepreneur, le donneur d'ouvrage. Qui pèse sur le piton pour que le transfert bancaire se fasse? Oui, je pense que c'est je ne pourrais pas vous le donner en détail, là, mais c'est automatisé. OK? Et il y a des listes de contrôle qui sortent pour que les gens de l'équipe de contrôleurs chez Francine puissent dire oui, on sort les chèques. Ils appellent ça des lots de chèques, là, comme dans toutes les grandes compagnies. Là. Donc,
c'est quelqu'un de votre vice-présidence qui pèse sur le piton pour que le transfert bancaire Elle paye se sur le fasse. piton, c'est une image, oui. On va dire oui. OK? C'est une image. Puis avant de peser sur le piton, il s'assure que la facture a été autorisée comme il se devait selon les mécanismes de contrôle que votre vice-présidence avait mis en place. C'est bien ça? Avec les mécanismes de contrôle qui existent dans l'organisation, oui. C'est ça. Qui sont mis en place par votre vice-présidence. Oui. Parfait. Donc, c'est probablement dans ce contexte-là qu'on les analyse. On a reçu les premières factures parce qu'il faut les payer. Puis c'est votre vice-présidence qui va les payer. Qui va Et qui va s'assurer qu'elle autoriser. ait contrôle dessus, oui. Je ne comprends pas, M. Frenette, pourquoi vous Peut-être avez payer. tant de difficultés à reconnaître que c'est votre vice-présidence qui autorise ultimement le versement parce que- des factures. Je veux juste qu'on sépare les tâches. La tâche d'approuver les lots, d'approuver la facture, d'approuver que le temps a été fait, etc. C'est pas ma vice-présidence. De mettre les contrôles en place et de s'assurer que quelqu'un va le faire, oui. OK? C'est Mais juste ça. Puis des s'assurer- fois, dans la façon qu'on discute, j'ai l'impression qu'on mélange les deux rôles. Non, je comprends très bien. C'est bon, merci. Mais je comprends aussi très bien que c'est quelqu'un dans votre vice-présidence qui, en bout de parcours, s'assure que tous les contrôles qu'ils ont mis en place ont été respectés Oui, c'est une et équipe. que s'ils sont satisfaits, Ouais. ils ont la Go. grande responsabilité d'autoriser que des fonds du compte de banque de la Société d'assurance automobile du Québec soient transférés à un fournisseur. Oui, madame. Merci. Oui, monsieur. Donc, ce qu'on vient dire dans ce document-là, c'est que votre vice-présidence a fait son travail, elle a regardé les factures, puis elle a réalisé, si on monte un peu, qu'il y a 2 ressources, si on peut monter le document pour voir le tableau, qui ont été payées au taux expertise de pointe. Si on remonte. Au taux expertise de pointe de 350 $ de l'heure plutôt que 89 $ de l'heure, alors qu'il n'y avait pas de prévu dans l'entente que le taux expertise de pointe soit facturé pour la L0. Est-ce que c'est la lecture que vous faites aussi du document, que vous avez eu la chance de lire hier? C'est qu'il y a un taux moyen prévu de 235. Alors, ils ont introduit 2 ressources à 350. Parce qu'en haut, dans le tableau, là, le premier de lot 0, là, son taux moyen, c'est prévu, c'est comme un taux fixe à 235 $ de l'heure. Le 89 n'intervient pas à ce moment-là. Madame Lépiné, quand elle vous écrit, là, c'est pour vous faire part d'une situation irrégulière? Oui. OK. C'est que le mauvais taux a été facturé. Un taux non prévu Non prévu. a été facturé par l'Alliance. Encore là, c'est peut-être, monsieur, si on le voit là à côté, là, les lots 14 à 18, les lots 8 à 13 dans le tableau, là. Les lots 1 à 3. Fait que donc, les lots sont signés par M. Malenfant et son équipe. Mais dans ce Moi, je cas-là, vois pas ça dans la liste, là, le M. Malenfant signe. Ça, ce que ça donne, c'est les taux horaires moyens par lot. Si on va descendre, on va la lire, OK? On va descendre. Lors de la négociation des ententes des lots 2 et 3, il a été convenu d'obtenir les services de 2 ressources de type d'expertise de pointe relativement à des travaux en lien avec la livraison 1R et avec le centre d'expertise au taux horaire de 350 $, bien que le taux moyen prévu pour ce lot soit de 235 $. Précisons que les autres livraisons prévoient le recours à ce type de ressources au taux horaire moyen de 350 $. Le recours à l'expertise de pointe pour les lots 2 ou 3 est économiquement justifiable car lors des travaux de conception, il est impératif que les bonnes décisions soient prises et bien supportées. Le taux des heures budgétées pour ces 2 ressources est de 794 $ de l'heure. Si on va à l'autre page. Ça, c'est pas C'est- tout à fait ce qui est écrit. Non, monsieur le commissaire. j'ai retournons. On a déformé un petit peu le texte. Là, Bien involontairement, demain- Maître oui, Laprise, je vais oui, absolument, recommencer, c'est pas ce que retournons à je l'autre prétends. page.
Juste qu'on relise la dernière phrase, parce que c'est... Ah. Il est impératif que les bonnes décisions soient prises et bien supportées. Le total des heures budgétées pour ces deux ressources est de 794 heures, ce qui met une pression sur le budget des lots 2 et 3 de 91 000 $. Cette situation est particulière à la livraison 0, puisqu'à compter de la livraison 1, les taux moyens sont modulés selon les spécialités des ressources. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on porte à votre attention le fait qu'on a autorisé dans les lots des taux horaires qui n'étaient pas prévus, qui faisaient en sorte qu'on allait au-delà du taux moyen autorisé. Dans le lot 0. C'est ça. Contrairement à ce qui était prévu dans l'entente. Contrairement à ce qui était prévu dans l'entente, mais il faut voir que la pièce qui appuie ça, c'est la signature de Carl Malenfant et de l'Alliance sur la recette qui ont suivi. C'est la même chose tout le temps, là, dans tous les dossiers. Il y a comme une demande d'acquisition ou une demande. Est-ce que je comprends que la position de votre direction, votre vice-présidence, c'est que peu importe ce qui est écrit dans le contrat, ça peut être modifié dans une entente de l'eau que M. Malenfant a le droit de signer sans autre considération? Non, parce que c'est ça qui est adressé ici. Là. C'est que même s'il le fait, on adresse qu'il y a un enjeu. Là. Okay. C'est ça. Donc, il y a un enjeu. Parce que il y a un des mécanismes de contrôle qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que M. Malenfant, qui a la responsabilité dans les ententes de l'eau de s'assurer que le contrat est respecté, ne s'en est pas assuré. Parce qu'il a accepté de signer une entente qui prévoyait un taux horaire qui avait pour conséquence d'avoir un taux horaire moyen au-delà de ce qui était prévu dans le contrat. Oui. Puis ça, c'est un problème parce qu'il l'a fait sans s'attacher correctement selon les termes du contrat. Oui. Bon. Et là, Mme Lépinay, elle vient vous justifier que même s'il y a une contravention au contrat, c'est correct. Est-ce que je comprends bien le sens de la note? C'est ce que j'ai compris. Oui. Fait que vous faites quoi une fois que vous avez cette information-là entre les mains? Moi, en ce qui se concerne, puis ça, c'est le lot 0, les taux. Pour les taux de facturation, j'ai demandé à ce que ça soit suivi en continu par l'équipe de Francine et qu'il y ait des interventions lorsque les taux n'étaient pas les bons. Donc, ça, c'est une première. Là, parce qu'après, il y a une recommandation un peu plus loin là, dans le tableau. Là. Donc, considérant les risques et les mesures de mitigation, nous sommes d'avis que les mesures de collaboration seront des mesures de collaboration qui seront mises en place par le chargé de projet entre le bureau et la VPRHFP permettront de gérer les risques si on continue dans le respect des rôles de tous et chacun. Fait qu'on comprend, nous, qu'on n'est pas à l'aise avec ce qui s'est fait, mais que là, on met en place un suivi. On s'est parlé ce matin, commissaire Galland, sur... je ne sais pas si on s'en a parlé, mais Carl avait... ils ont une matrice là, qu'on dit complète, donc il y a son équipe de comptables, mais il y a un lien entre les deux. Là. C'est ce qu'on voit apparaître entre le bureau de projet et la VPRHFP, donc la direction générale de Francine, permettront de gérer les risques SIO en continu dans le respect des rôles de tous et chacun. Ça permettrait à la VPRHFP de prendre l'engagement de prioriser ce dossier dans l'objectif de soutenir le chargé de projet à maintenir des relations adéquates avec son partenaire, soit la société conseil groupe LGS. Donc, on est au début du contrat. On est dans une posture de collaboration, ce que j'en comprends, mais le paragraphe, c'est le premier paragraphe qui, pour moi, porte, là. C'est on va gérer ce risque-là en continu. Dans le respect des rôles de chacun, là, c'est qu'il y a des contrôles à exercer. Là. Okay? Et lui, il y a des contrôles aussi, lui, à mettre en place. Puis c'est quoi les mesures de collaboration qui ont été mises en place par le chargé de projet CASA? C'est de mémoire, la première des choses, les équipes comptables chez Carl Malenfant, il y a un lien avec l'équipe comptable chez Francine Lépinay. Donc, il y a une surveillance qui est faite là, de deuxième niveau, du travail qui est fait au premier niveau. Mais il y a plus que ça. De mémoire, il y a une table de travail
table. Je ne veux pas dire comité, là, mais il y a une statutaire qui est faite dans le projet pour régulariser les écarts qu'il peut y avoir entre les différentes équipes. Là. Mais j'y vais de mémoire. Est-ce que je me trompe ou la seule façon de régulariser les écarts, c'est de demander à notre fournisseur de nous charger le taux horaire convenu ou de demander à notre collègue VP d'arrêter de signer des ententes qui contreviennent au contrat? Oui. L'avez-vous fait, ça, appeler M. Malenfant pour lui dire d'arrêter de signer des ententes de l'eau? Assurément que je l'ai fait, assurément que Francine l'a fait. Et entre le directeur Cloutier et Francine, ils s'échangent aussi des questions, des arguments, et Cloutier répond sur sa documentation. Mais qu'est-ce qu'on a à nous expliquer si la cause du problème, c'est que la vice-présidence TI accepte de signer des ententes qui sont contraires au contrat? En quoi ça prend un comité de travail, une table de collaboration, des canaux de communication, quand dans le fond, le problème, c'est notre collègue VP qui accepte de signer des ententes? En fait, en pratique, je pense que ça peut arriver qu'il fasse une erreur, qu'il y ait une erreur qui soit faite. L'important, c'est qu'il la corrige. Est-ce qu'il va corriger de facto l'erreur ou s'il va dire dans le prochain lot, je vais introduire dans ma demande, mais en quelque part, il y a une demande de correction qui est faite, à moins qu'il puisse justifier, puis justifier avec le contrat, là, je ne suis pas légal, je ne suis pas légiste, là, justifier avec le contrat qui pouvait aller plus loin que ce que le contrat y permettait. Comment est-ce qu'on l'interprète aujourd'hui pour les besoins de la commission? Dans le fond, ce que j'essaie de vous dire, là, c'est que M. Malenfant, quand il fait quelque chose qu'on pense qui est hors norme, ça lui est nommé. Maintenant, la table de travail permet de régulariser les choses. Normalement, ce que j'ai compris, c'est que c'était régularisé. Il arrive d'autres cas au fil de l'eau. Et c'est comme ça, ce que je vous ai expliqué ce matin, là, que le jeu du chat et de la souris se passe. Et pouvez-vous m'expliquer pourquoi intervient dans la recommandation l'objectif de la VPRHFP de soutenir le chargé de projet à maintenir des relations d'affaires adéquates avec notre partenaire d'affaires, la société Groupe Conseil LGS? Aucune idée pourquoi que c'est là. Je suis pas Parce sûr que maintenir la relation d'affaires, ça peut pas être adéquate, ça peut pas être autre chose que respecter le contrat. Là. Exact. Pour moi, c'est une phrase. J'ai pas demandé de corriger la note. Là. Bon, c'est de mémoire, quand j'ai lu cette phrase-là, je ne suis pas sûr que j'appréciais beaucoup. Là, Pourquoi? Bien, c'est parce que l'objectif, c'est en haut. C'est la première. La deuxième, ça devient redondant pour moi. Okay. Donc, ça, c'est un premier épisode là, de taux horaire inadéquat qui a une valeur de 91 000 $. Effectivement, il n'y a peut-être pas de quoi fouetter un chat sur un contrat de 458 millions. Non, mais je pense qu'il faut toutes les prendre. Oui. Mais on va aller au 18 octobre 2018, donc un an plus tard, où il y a une première note de M. Jérôme Verreau. C'est la pièce 26P96, page 51. Puis, je vous inviterai à la réviser pendant la pause pour assurer peut-être un déroulement fluide de... puis, il y a une autre note, là. Je vais vous les indiquer, là, mais peut-être, monsieur le commissaire, on pourrait permettre à monsieur Frenel de réviser le tout, puis revenir après la pause pour assurer une fin d'après-midi fluide. Absolument. On peut libérer le témoin pour le moment, là. Je dois m'adresser au parti. Maintenant. OK. Alors, je suis obligé de faire un petit rappel. J'ai entendu le mot tantôt silo, qui fait vision tunnel, qui fait également, comme j'ai dit ce matin, le procureur ou la procureure d'une commission, l'alter ego du commissaire. Donc, si le procureur ou la procureure a une vision tunnel, bien évidemment, ça réagit sur la commission. Alors, on va revenir à nos classiques. Cour d'appel fédéral. Gagliano contre Gomery. 2011, CAF 217, l'honorable Gilles Letourneau. Paragraphe 21.
Par définition, une commission d'enquête joue un rôle d'enquêteur et non d'adjudicateur. Il ne faut pas oublier que le commissaire qui préside une telle commission ne dispose pas des éléments de preuve établissant les faits, les causes et les circonstances des événements qui font l'objet de l'enquête. C'est précisément son rôle de les rechercher pour ensuite les analyser. Paragraphe 22. Un bon enquêteur, tout comme un fin limier, c'est celui qui est animé de soupçons, qu'il s'efforce de valider pour clore le dossier ou de dissiper pour faire porter sa recherche sur d'autres pistes. Ce faisant, il peut et va souvent créer une apparence de partialité. Ainsi, par ses questions, ses interventions et celles de ses procureurs qui procèdent à des interrogatoires serrés de témoins, un commissaire peut un jour donner l'impression qu'il a un préjugé défavorable à l'égard d'une personne ou d'un groupe qui, à ce moment-là, fait l'objet d'une attention particulière de la part de la commission. Mais lorsque le lendemain, l'attention de la commission se portera sur quelqu'un d'autre, c'est cette dernière personne qui sera alors encline à croire que c'est plutôt sur elle que s'exerce le préjugé défavorable. Toutefois, c'est le propre d'une enquête. Paragraphe 23. Soupçon, information, spéculation, croyance, doute, motif raisonnable de croire, extrapolation et vérification pour ne nommer que quelques-unes des étapes par lesquelles passe un enquêteur font partie de ce qui lui échoit quotidiennement. C'est pourquoi la nature d'une enquête et des pouvoirs qui l'accompagnent, ainsi que sa complexité, font en sorte qu'on ne peut appliquer au processus inquisitoire d'un commissaire la même norme de contrôle de partialité que celle que l'on applique au processus accusatoire ou contrairement au commissaire dont la fonction première et essentielle est de chercher, trouver et recueillir les preuves, le tribunal n'a charge que de soupéser la preuve qui est déjà entre les mains des parties et qui lui est soumise pour évaluation. Paragraphe 24. En somme, dit notre cour dans l'arrêt Benoît, au paragraphe 27, après avoir conclu que la commission d'enquête sur la Somalie, qui était sous étude, se situe entre les extrémités législatives et juridictionnelles de l'échelle énoncée dans Newfoundland Téléphone. Paragraphe 27. Un commissaire ne doit être déclaré inhabile pour cause de partialité que s'il existe une crainte raisonnable, ce qu'il décide sur un fondement autre que la preuve. Ici, une application souple du critère de crainte raisonnable de partialité exige que le tribunal d'appel tienne compte du fait que les commissaires agissaient en qualité d'enquêteurs dans le contexte d'une enquête longue et ardue et complexe. Et pourquoi je voulais le dire, c'est que là, on est rendu dans ces témoins-là. On comprend, là, des témoins qui vont durer 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je m'attends à ce qu'il y ait des objections. Les objections vont être limitées à des privilèges, toutes les questions, effectivement, d'équité procédurale. Ça, j'en suis le gardien, mais ça va à peu près se limiter à ça. Message, pause, 30 minutes.